Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Nous sommes aux arènes de Metz, mais pas pour un match de Metz handball malheureusement, mais bel et bien pour le Moselle Open. Durant toute la semaine, Moselle TV va délocaliser ses émissions ici, au cœur du tournoi. Mais ne vous inquiétez pas, pendant les 30 prochaines minutes, on ne parlera pas de la petite balle jaune, mais bel et bien de la balle pégueuse. Et pour cela, eh bien, j'ai une invitée de choix. Elle est championne du monde, c'est la première fois qu'elle vient dans cette émission. C'est Manon Erard, bienvenue. Bonjour. À côté de moi, il y a un chroniqueur, comme d'habitude, vous le savez, il est très qualifié, il a le meilleur revers de cette pièce, c'est Arthur Carmier. Salut Mathieu, salut à tous. Alors il est un petit peu rouillé le revers, mais ça va, encore ça va. Bon, t'as toute la semaine pour t'entretenir un petit peu sur ton tennis. Pas de wildcard pour toi malheureusement, mais il y a quand même un Dragon Max, ça va le faire. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première mi-temps. Manon, comme c'est ta première dans l'émission, je propose qu'on te présente un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu. On va regarder tout de suite ta fiche de présentation. Tu es né à Nouméa en 2005. Tu as débuté le handball au Ivoire Carignan Handball en 2013 après qu'une joueuse du club soit venue proposer une initiation dans ton école. 6 ans plus tard, en 2019, tu intègres le pôle de Metz avant d'intégrer un an plus tard le club à proprement dit. Un parcours payant puisque tu as gravi les échelons rapidement jusqu'à l'équipe de National 1 avec Nina Canto. Durant cette période, tu fréquentes les équipes de France Jeune, à commencer par celle de beach handball en U17 et ensuite on t'a vu loin du sable avec des compétitions intéressantes, notamment en U19 avec une 6e place à l'Euro, puis en U20 jusqu'à la consécration et un titre mondial cet été. On va y revenir bien sûr. Du côté des études, tu as réussi à décrocher un bac avec mention très bien, les félicitations du jury. Tout ça c'est un petit peu trop parfait. Maintenant il faut que tu nous donnes un défaut là tout de suite parce que sinon ça va pas bien se passer. Ah, ben je pense que je suis un peu trop gourmande, mais c'est peut-être... Non, c'est pas mon seul défaut, mais ça fait partie de... Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Je prends, mais il en fallait un parce que pour l'instant, j'en vois pas forcément. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Avant le hand, tu pratiquais le foot. Quand le hand s'est proposé à toi, il a fallu faire un choix. Il paraît que t'aimais pas trop enlever la terre sur les crampons, etc. Après les entraînements, c'est vraiment ça qui a fait la différence. En partie, c'est vrai que le hand c'est bien plus pratique, il fait moins froid, on se prend pas la pluie. Mais bon, j'ai quand même fait les deux pendant une période et j'ai dû choisir, donc voilà. Alors c'était au Ivoire Carignan Handball. On peut dire qu'il y a plusieurs personnalités là-bas qui t'ont un petit peu accroché, notamment Sylvie Péridon, c'est elle qui avait fait l'initiation dans ton école, je crois. Et ensuite, eh bien, ce club, il t'a porté jusqu'à tes premières capes en équipe de France, notamment en beach handball. C'est un club qui a beaucoup compté pour toi. Oui, bah, j'ai fait toute ma formation là-bas, si on peut dire. Quand j'étais petite, c'est eux qui m'ont fait aimer le handball, donc forcément, il compte. C'est un club qui compte. Après ta médaille d'or, c'est là-bas que tu allais un petit peu la présenter. Tu as fait un peu ton retour dans le club. C'était important aussi de revenir aux sources. Oui, c'est ça, et ça faisait plaisir à tout le monde dans le club, aux petits qui gardent espoir en leur carrière, si je peux dire. Donc voilà, oui, c'était... Alors, moi, je l'ai dit, tu as commencé avec le beach handball en équipe de France. C'est souvent une porte d'entrée désormais pour les joueuses qui font leur première cape comme ça. C'est pas le cap le plus désagréable, hein, le sable, la plage en général, c'est plutôt une bonne chose. Quels sont les souvenirs que tu gardes le plus de cette période-là? Parce que finalement, à l'époque, tu te disais peut-être même pas forcément que tu allais jouer en équipe de France à 7. C'était le beach handball, c'était déjà très bien. C'est sûr, et même au beach handball, j'ai pas participé au premier stage. J'ai été prise au mois de juin, juste avant la compétition. J'ai dû faire un stage ou deux avant la compétition. Et vraiment, oui, je m'imaginais pas passer au handball indoor, mais bon. Mais je me voyais quand même pas faire tout le temps du beach handball. Une fois, c'était très bien, mais pas abusé non. Arthur, tu avais une question? Une question forcément sur le parcours de Manon qui est assez linéaire, comme tu l'as si bien décrit, Mathieu. Des personnages qui ont été importants dans ta formation à Metz Handball. Je pense forcément à Nina Canto. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, la responsable du centre de formation de Metz Handball? En fait, elle m'a beaucoup appris à persévérer. Elle m'a vraiment donné les chances de me montrer en me passant poste 3, alors que moi j'étais très bien poste 1, on me voyait pas trop et c'était très bien. Donc vraiment, elle m'a appris ça et ça m'a vraiment donné confiance pour la suite. Parce que quand elle parle de toi, elle te prête un potentiel assez énorme, peut-être même jusqu'à des sommets assez élevés comme l'équipe de France. T'en avais conscience, ça, avant de rejoindre Metz, ou c'est elle qui t'a un petit peu insufflé ça, te dire t'es capable de tout, Manon? Ouais, non, j'en avais pas conscience vraiment. Les gens autour me le disent, mais moi j'y crois pas vraiment. Enfin, forcément, je viens d'un petit club, j'ai pas vraiment confiance en moi, donc c'est sûr que elle a beaucoup participé à cette réflexion sur moi, ouais.
Ça s'est passé assez vite. Je sais d'ailleurs qu'à un moment donné, elle avait fait en sorte de te mettre au centre du jeu en défense pour te forcer aussi à prendre les responsabilités parce que tu avais tendance un petit peu à te cacher sur ton aile, notamment sur le secteur défensif. Secteur défensif qui aujourd'hui est peut-être devenu une de tes qualités principales sur le jeu. C'est aussi à ça que ça sert, les centres de formation, à développer les joueuses. Et elle continue à te suivre aujourd'hui, je pense. Oui, c'est ma plus grande fan, je pense. Avant ta maman? Ah, je sais pas. Parce que ceux qui suivent les réseaux savent à quel point tu as le soutien de ta maman. Moi, je voulais parler un petit peu de Mondial U20, forcément, de cet été, où vous avez remporté la médaille d'or. C'est la première fois que l'équipe de France U20 réussit à avoir un trophée de ce niveau-là. C'est assez exceptionnel, surtout quand on pense aux générations précédentes. La génération avant toi, c'est celle de Sarah Bouktit, notamment, et qui n'avait pas réussi à avoir ce type de médaille. Qu'est-ce que tu en gardes de ce mondial? 21 buts en 25 tirs, meilleur ailier droit de la compétition. C'est un véritable rêve, finalement. Ah oui, c'est sûr, on n'y croit pas vraiment au final. Quand on est dedans, on vit la compétition, on veut aller le plus loin possible, mais on n'y croit pas. Et même après, la saison reprend, on oublie un petit peu et c'est les autres qui sont là pour te rappeler « Waouh, félicitations !» Et... Non, en vrai, c'est incroyable. Il y a eu un petit rappel supplémentaire durant le dernier match de l'équipe de France, parce que vous avez été invité à être honoré au centre du terrain avec toutes tes coéquipières. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver là, au cœur d'un match de l'équipe de France, à être honoré pour une médaille d'or avec tout le public, etc. Non, mais c'est trop bien. En plus, on ne pensait pas se revoir tout ensemble une dernière fois. Donc oui, c'était super. Tout le monde qui nous applaudit, même s'ils ne nous connaissent pas vraiment, une photo. C'était vraiment cool. Ils savent que c'est aussi la génération suivante. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont arriver en équipe de France. Il y en a qui sont peut-être déjà même présélectionnés pour certaines. Donc ça peut venir assez vite. Arthur, une question? Justement, quand on est honoré comme cela au milieu d'un match de l'équipe de France, ça fait forcément rêver. Manon, peut-être retrouver cette équipe de France avec tes partenaires, avec qui tu as gagné un titre. Ça peut être le prochain grand objectif sur du long terme, sur du après-demain. Oui, c'est sûr. Après, j'y pense pas encore. J'ai bien d'autres objectifs avant ça. Il faut que je me fasse une place dans cette équipe à Metz déjà, et j'y penserai peut-être plus tard. Alors, il y a déjà une nouvelle génération qui va s'installer en U20. Pour toi, c'est terminé. Donc, ça va être de nouveaux objectifs. Et il y a des joueuses que tu connais déjà. Ivana Otangana, Claire Kosner, qui est avec toi en N1, et Léa Ferdilus, qui est aussi à Metz Handball. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle génération qui arrive sur les U20? Tu crois qu'elles vont réussir à faire aussi bien? Elles ont moyen de faire aussi bien parce que déjà dans les plus jeunes catégories, C'était ma question piège. Elles ont montré qu'elles étaient capables, donc oui, elles peuvent, je pense, faire des exploits. Oui. Alors, autour de cette célébration lors du match de l'équipe de France, tu as dû pouvoir le voir, ce match contre la Hongrie. Nous, on avait quitté l'équipe de France la semaine dernière, on parlait du premier match qui s'était passé un petit peu en demi-teinte, pas mal de réglages à faire. Elles ont su corriger un petit peu ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre? Franchement, c'était une super rencontre à voir parce que le fait d'intégrer d'autres joueuses, ça nous permet de les découvrir un peu dans ce contexte-là. Et très bonne rencontre, Sophie en plus, qui fait encore des exploits, donc très jolie. Arthur, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière de cette équipe de Hongrie avec Petra Vamos, Vizmere qui ont fait des belles choses durant cette trêve. Elles perdent cette fois-ci, mais mine de rien, ça a été plutôt pas mal pour les Françaises et les Hongroises, celles de Metz Handball comme les autres. Ça a été une belle double opposition, je pense. Bien sûr, belle double opposition. Alors, petit focus assez rapide sur cette équipe de Hongrie qui, à mon sens, progresse de mois en mois, d'année en année. On sent qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui émerge. Peut-être que cette équipe, pourquoi pas, ira titiller le top 5 européen, espérer faire des médailles lors de prochains championnats d'Europe ou championnats du monde. Et cette équipe de France, c'est toujours intéressant de voir la sélection, notamment lorsque il n'y a pas tous les joueuses qui étaient là. On sait que beaucoup de joueuses étaient au repos, Chloé Valentini notamment. C'était important de se tester. Sarah Bouktit avait des responsabilités pendant cette trêve internationale. On ne va pas citer tous les exemples, mais pour la première sélection de Sébastien Gardillou, c'était quand même très intéressant et très marquant de voir ce turnover. Parce qu'on le sait, les calendriers ont été très denses. On a une année post-olympique, on a encore un Euro qui va arriver. Il va falloir s'accrocher, mais je pense que certaines choses ont quand même marqué des points. Sachant que l'Euro, c'est déjà dans un mois, ça vient très vite, on a à peine quitté les Jeux Olympiques, que ça va enchaîner sur une nouvelle compétition. Mais avant ça, revenons un petit peu sur Metz Handball. Manon, le club t'a fait sauter un petit peu les étapes, tu étais tranquillement en N1, centre de formation, il te restait une année à faire. Et puis finalement, te voilà avec les Dragons cette saison. Raconte-nous comment est-ce que ça s'est passé en coulisses.
Nina commençait à tâter le terrain en début de saison. Oui, l'année prochaine, tes études. Nanana. Et après, j'ai eu un petit rendez-vous avec Manu et elle aussi, vers mars, je dirais. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et assez naturellement, je dirais. Au niveau des études, justement, je crois que tu avais entamé une licence de physique. C'est ça. Ça va se passer comment? Tu continues à poursuivre ça à côté ou c'est trop compliqué d'allier les deux là pour l'instant? Je continue de poursuivre, mais j'ai étalé en 2 ans. Je suis passée à distance pour pouvoir me permettre de faire les deux à 100%. Parcours qui nous rappelle un petit peu Julie Leblévec qui a suivi son parcours à l'ENIM et qui a continué à travailler en plus du handball. C'est pas un parcours très simple et donc pour ça je pense que tu peux avoir tous les encouragements du monde. Pour le moment ça se passe plutôt bien pour toi. Malgré le début de saison, tu as pu jouer, rentrer sur le terrain, tu as marqué. Premier but contre Toulon, c'est des émotions, ça aussi, de réussir à marquer lors de ta première rencontre avec les Dragons dans le cadre des arènes, c'est particulier. Oui, j'ai jamais eu autant de public déjà dans ma vie, même dans les équipes de France Jeunes, on n'a pas de public quand on est à l'étranger, donc c'était incroyable, les gens qui crient ton nom, c'est impressionnant. J'ai retrouvé une interview de toi où tu parlais de la grande ambiance en finale de Coupe des Ardennes en 2019, je crois. Plutôt Coupe des Ardennes 2019 ou plutôt les Arènes de Metz pour ton premier match? C'est un choix difficile, parce que quand même les Ardennes, ça reste ça poussait fort, dans mon cœur, oui, donc c'est différent. On va pas te demander de choisir. Les archives que tu nous trouves, c'est assez impressionnant. On creuse. Je te félicite. on creuse. Arthur, je crois que tu avais une question sur la relation avec Lucie Granier aussi. Oui, effectivement. Alors, on parlait de rêve bleu tout à l'heure, mais tu viens un petit rêve jaune et bleu. Tu arrives à Metz Handball, tu prends tes marques. Tu l'as dit, ça se passe bien assez naturellement. Il y a une très forte joueuse à ton poste qui est Lucie Granier. Comment ça se passe avec elle? J'imagine qu'elle t'aide beaucoup à prendre tes marques pour vraiment progresser à ce moment clé de ta jeune carrière. Oui, c'est sûr. Elle est super bienveillante avec moi. Elle me donne plein de conseils, plein de petits tips qui puissent m'aider au quotidien, vraiment tout le temps. Je ne pouvais pas rêver meilleur binôme, je pense. Et comment ça se passe les débuts? Alors forcément, quand on est jeune, on doit gagner son temps de jeu, on doit travailler dur à l'entraînement, mais tu estimes que ça se passe bien? Je pense que ça se passe bien, oui. Après, j'essaye de me donner à fond tout le temps, d'être un peu meilleur chaque jour. Et je pense que oui. Bon, maintenant, on t'a asséné pas mal de questions là sur le début d'émission. On va te laisser tranquille quelques instants. On va parler d'une autre personne qui a été honorée en marge du match de l'équipe de France. C'est Olivier Crumbles qui est rentré au Hall of Fame. Arthur, on avait noté la date dans les agendas depuis quelques temps. De toute façon, c'était attendu. Il serait honoré à la fin de sa carrière. Désormais, c'est fait. Il est au Hall of Fame de la Fédération française de handball. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, tu me laisses combien de temps pour parler de ça, Mathieu? Je vais essayer de faire assez court et assez bref. C'est important parce que c'est une personnalité immense du handball français. On évoquera son palmarès tout à l'heure. Il a fait passer cette équipe de France féminine de handball dans une autre dimension. En plus, Cocorico, c'est une personnalité locale, donc ça nous fait doublement plaisir, nous, en tant que suiveurs assidus du Metz Handball. Donc, très sincèrement... tout sport confondu, il a sa place à la table des plus grands architectes du sport français. Maintenant, il représente quoi finalement, Olivier Crumbles, pour toi? Quand tu es né, il était déjà en équipe de France, il avait déjà glané quelques médailles, et depuis, à chaque fois que tu as pu regarder une compétition à la télé ou même dans une salle, il était là, il était à côté du podium, et toutes les belles choses qu'ont réalisé l'équipe de France pendant toutes ces années, c'était avec lui. C'est un grand personnage finalement. Ah oui, c'est sûr, c'est un symbole. Moi, j'ai toujours vu que lui à la tête de l'équipe de France, donc c'est sûr que ça va changer de voir Sébastien Gardillou, mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, on va le voir très vite, comme je disais, l'Euro qui approche très vite. Mais Arthur, on retient un petit peu les chiffres d'Olivier Crumbles. C'est 537 matchs, 15 médailles, 5 en or, sur 23 années effectives à la tête de l'équipe de France. Je ne pense pas que quelqu'un arrivera à aller rivaliser avec ça dans les années à venir. Même si en sport rien n'est impossible, mais il faut vraiment aller les chercher ces chiffres-là. Mais au-delà des chiffres, c'est son impact sur le handball féminin qui est extrêmement important, parce qu'il a connu le handball féminin qui balbutiait, et aujourd'hui le handball féminin il bat fort, il vit vraiment dans toutes les salles de France. C'est autre chose, et il a joué un rôle là-dedans. Bien sûr, il a joué un rôle là-dedans, au même titre que Claude Onesta, avec ses experts qui ont vraiment mis un coup de projecteur assez incroyable sur le handball.
le sport a dû évoluer grâce à ça. Il faut vraiment énormément gagner dans ce sport pour se faire une place aux côtés d'autres disciplines qui trustent plus les médias. On a vu cet été des disciplines comme le tennis de table avec les frères Lebrun, notamment. Léon Marchand a mis un coup de projecteur énorme sur la natation. Donc il faut des grands champions comme ceux-là. Et Olivier Crumbles incarnait cela avec son équipe de France féminine de handball. Le premier titre de champion du monde en 2003, je pense qu'il a fait un bien énorme. Alors c'est vieux maintenant. C'est le titre qui retient le plus. La question lui a été posée. Il a dit celui de 2003 était incroyable parce que c'était des scénarios assez incroyables aussi, en finale, en demi-finale. Mais je suis plus jeune. Les titres qui m'ont le plus marqué, ce sont les titres récents où cette équipe de France, avant c'était un outsider. Le titre de 2003, c'est un petit peu l'outsider français qui va faire tomber les grosses nations du handball. Mais les récentes performances des Bleus, c'est la performance de peut-être la meilleure nation du monde avec la Norvège. C'est ça qui est assez impressionnant. Il a fait passer de la France d'une bonne nation de handball à peut-être la meilleure nation du monde. C'est ça qui est fou, je trouve. En témoigne le résultat au JO. De toute façon, on est presque tous déçus que l'équipe de France ait fait argent, alors que c'est déjà exceptionnel de faire une médaille d'argent dans une compétition pareille. Et c'est aussi à ces générations-là qui sont passées avant, celles qui ont connu Olivier Crumbles, qu'on le doit. D'ailleurs, pour ce qui est de la reconnaissance et de l'importance d'Olivier Crumbles, eh bien, Philippe Bana, président de la fédération, on a dit quelques mots. Je vous laisse écouter, c'est assez symbolique. Il y a les coachs, les bons coachs, il y a les grands coachs, et puis il y a les coachs de légende, ceux qui transforment un sport, ceux qui transforment une vie, ceux qui donnent envie à 300 000 filles de jouer chaque année, celles qui sont dans la salle sont là, ceux qui ont donné envie à ces championnes du monde junior tout à l'heure de donner le meilleur dernier. Tu es de cela, tu es un coach de légende, frère. Merci. Merci Philippe. Et on retiendra, tu es un coach de légende, frère, ça dit quelque chose sur la relation des deux hommes. En tout cas, ce Hall of Fame, il est assez récent, il date de 2023, mais on y retrouve déjà de très beaux noms. Chez les femmes, on retrouve Amandine Leno, 254 sélections, et Alexandra Lacrabert, 256 sélections. Et puis chez les garçons aussi, j'en cite quelques-uns, Jackson Richardson, Guillaume Gilles, Claude Onesta, Thierry Meyer, Daniel Narcisse, j'en passe encore. J'ai déjà hâte de voir qui rejoindra Olivier Crumbles dans les années à venir, parce que des handballeuses de légende, on en a quelques-unes, on peut attendre de belles choses pour le Hall of Fame de la fédération. Mais il est temps de passer à la suite de notre programme. On va se rapprocher de Metz Handball avec la compétition qui reprend très rapidement, notamment à Strasbourg. C'est la deuxième mi-temps. On avait vécu un record d'affluence en février dernier, c'était en direct sur Moselle TV d'ailleurs. Eh bien, il y aura un nouveau record, en tout cas un record égalé ce week-end avec le déplacement de Metz Handball à Strasbourg. Ce sera à nouveau au Rhenus, une grande salle qui a l'habitude d'accueillir du basket et qui va accueillir du handball encore une fois. La vraie ambition de ce club de Strasbourg, c'est de se développer et on y retrouvera pas mal de supporters messins, plus de 350 qui feront le déplacement avec le club pour venir pousser fort derrière les Dragons. Ça va être un très bel événement. Manon, l'ambiance de l'année dernière, de février dernier, tu ne l'avais pas connue puisque tu n'étais pas dans le groupe, mais là on peut s'attendre en tout cas pour la reprise à ce que ça reparte très très fort. Et on se souvient que au dernier match, Strasbourg avait su mettre en difficulté les Dragons, notamment grâce à cette affluence. Comment tu le sens ce match ? Moi, je le sens très bien. On est bien préparés. On va continuer à se préparer, même si les filles qui reviennent de leur équipe nationale, elles doivent reprendre un peu le projet de jeu du club en main. Mais je sens très bien ce match. Bon, l'année dernière, je l'avais vécu derrière la télé, mais on voyait déjà très bien l'ambiance que ça amenait. Donc, hâte de ce match. C'est aussi de ça dont le handball a besoin, d'un petit côté événementiel parfois qui attire les foules. Et je le disais Arthur, lors du match en février dernier, Strasbourg avait su bousculer Metz Handball en première partie de rencontre, ce qui est pas commun. L'année dernière, Metz Handball a quand même roulé sur pas mal de compétitions. Et bien là, cette petite équipe qui jouait sa première saison en première division avait su bousculer Metz Handball. C'est à ça qu'il faut s'attendre encore une fois, une équipe qui va être volontaire et qui va vouloir tout changer. Il faut s'y attendre aussi, d'autant que sur le début de saison de Metz Handball, il y a pas mal de matchs où les Dragons ont été bousculés comme ça pendant très longtemps dans la rencontre, pendant 40-45 minutes. J'ai souvenir très récemment du match de Plan de Cuc en championnat, qui certes est une équipe un peu supérieure à la TH sur le papier, mais on sait que dans cette ligue Butakaise Énergie, on a l'impression de se répéter, mais quand on ne met pas toujours les bons ingrédients au début d'un match, on peut se faire surprendre, on peut se faire bousculer, on peut même se faire attraper, perdre des matchs.
Et ça va être d'autant plus important cette année. Metz et Brest se dégagent encore plus comme les deux meilleures équipes du championnat. En témoigne leur parcours quasi parfait en Ligue des Champions désormais. Donc il va vraiment pas falloir lâcher de match. Et chaque match, c'est un petit peu... Bon, c'est peut-être un peu tôt dans la saison pour parler de finale, mais chaque match, même à Strasbourg, encore plus avec ce côté événementiel que tu évoquais, chaque rencontre aura un caractère décisif dans la saison. On se souvient de l'année dernière que Metz Handball avait dû courir après la compétition pendant une bonne partie de la saison pour rattraper cette défaite face à Brest. Chaque défaite peut être un petit peu fatale pour les équipes de haut tableau. Et je vous propose qu'on regarde le classement justement, puisque tu parlais de Metz et Brest, mais il y a aussi Dijon. Metz Handball est actuellement classé 3e de Ligue Butagaz Énergie. 3e pourquoi ? Avec le goal-average particulier et puis quelques petites spécificités, puisque avec Dijon, il y a exactement le même nombre de buts d'écart avec les autres équipes. Ça va se décanter, on est encore très tôt dans la saison, mais on peut voir qu'il y a ces équipes qui figurent bien. Et puis Strasbourg, qui est à la 8e place, qui est en train de faire un bon début de saison avec 2 victoires et 2 défaites. Les victoires face à Mérignac et le GC Nice, et 2 défaites en déplacement à Toulon, et puis une défaite d'un tout petit but à Paris. C'est intéressant, Arthur, de voir ces équipes qui ont de l'ambition, qui montent petit à petit, parce que c'est assez calculé quelque part à Strasbourg. Il y a eu ce rapprochement entre Arnhem-Trüstersheim et Strasbourg déjà, ces matchs au Rhenus, cette ambition de recruter des joueuses de qualité, mais pas forcément les plus grands noms du circuit, pour réussir à construire quelque chose et aller titiller peut-être ce top 10 de Ligue Butagaz Énergie. Bien sûr, ce Strasbourg, c'est un club historique du handball français déjà à Renheim, donc il y a cet ADN qui est présent dans ce club, et le bassin de population de Strasbourg est tel que c'est important d'avoir un club de handball féminin dans cette région. Alors au niveau de l'Alsace, il y a Célestat chez les hommes, mais il y a une place à prendre au niveau du handball féminin. On constate que y a des gros clubs à Strasbourg, évidemment, le foot, le basket trust pas mal de choses, mais je suis persuadé qu'il y a vraiment de la place. Et pour rebondir sur le classement de LBE, moi j'ai bien envie de saluer le magnifique début de saison de Sambre et aussi de l'OGC Nice. C'est vraiment chouette, il n'y a pas d'autre mot de voir ces équipes qui étaient peut-être destinées à jouer le maintien, même si l'OGC Nice a peut-être un peu plus d'ambition, en témoigne son recrutement cet été, d'aller titiller le haut de tableau. Peut-être qu'elles rentreront dans le rang, ces équipes-là, mais c'est vraiment intéressant de voir ça. Et puis le début de saison de Dijon, pour moi, sur les premiers matchs de la saison, j'avais mis une petite pièce pour Dijon dans le top 4, donc pourquoi pas. Manon, on parlait d'ambiance en rigolant sur la Coupe des Ardennes 2019, l'ambiance des arènes, etc. Là, il y aura une grosse ambiance. C'est quelque chose qui influe sur toi, les matchs où il y a du monde, où il y a de la pression, où c'est que finalement, quand tu es dans ton match, tu restes concentré, tu fais pas trop attention à ce qui se passe. Oui, non, c'est ça, qu'il y ait 3 personnes dans les tribunes ou plein, ça va pas changer grand-chose, je pense. J'ai vraiment le match comme objectif et je regarde pas trop ce qui se passe à côté. En tout cas, de la concentration, il va en falloir, parce que ce mois de novembre, il est très dense, avec des matchs tous les 3 jours, ou si vous avez de la chance, tous les 4 jours. Ça va enchaîner avec mercredi déjà un match au complexe Saint-Symphorien contre Besançon. Il y aura une double confrontation face à Crime qui sera séparée d'un voyage à Mérignac. Un petit tour dans le sud, ça fera plaisir à Emmanuel Mayunat d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ce programme du mois de novembre ? C'est plutôt dense, ça va être un peu assez concentré, des déplacements également. Ça va être quelque chose de solide. C'est ça. Après, je nous sens prête. Et en plus, après ça, on va se quitter pour une longue période quand même, avec toutes les internationales qui vont partir. Donc, ce sera janvier ensuite. Oui. Donc, on va tout donner pendant cette période. Arthur, un mot sur la réception de Besançon. C'est encore et toujours, Rémi Alésine me tuerait de dire ça, mais ça reste un classique du championnat. C'est aussi ça qui a fait l'histoire de la Ligue. C'est presque un petit peu dommage de le vivre au complexe Symphorien, mais nous qui sommes au Moselle Open, on sait pourquoi. Mais ça va être un match intéressant à suivre. On va retrouver Ilona Di Rocco aussi, qui est passée par Metz. Je suis plus téméraire que Rémi, plus impoli, même j'oserais dire classico de ce championnat de France. Bien sûr, c'est un match assez historique quand on sait ce que Besançon a représenté et représente toujours dans l'histoire du handball français. Ce sont toujours des rencontres assez particulières. J'ai le sentiment que au niveau des supporters, on le sait ça, et sur le terrain, ça se ressent peut-être moins forcément qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, mais on met peut-être un point d'honneur à Metz Handball à bien jouer cette rencontre.
Il y a aussi le fait que quand on est Besançon, Metz Handball a grandi comme l'ogre du handball français. On veut toujours faire tomber le grand Metz Handball. Donc ce sont toujours des rencontres assez intéressantes qui ont très très souvent tourné en faveur de Metz Handball évidemment. Mais ça reste toujours particulier, d'autant que Besançon a des ambitions peut-être d'Europe pour la saison prochaine. Donc il ne va pas falloir se manquer. Et ce match est au complexe. On est content d'avoir le Moselle Open évidemment, mais la date est peut-être un petit peu mal tombée malheureusement. Je crois qu'il n'y a jamais de bons matchs qui tombent sur cette période-là. On n'y peut pas grand-chose malheureusement. Besançon, c'est vrai que c'est une équipe qui s'est beaucoup renouvelée. On y retrouve des jeunes joueuses, des jeunes qui sont passés par les équipes de France aussi. Ilona Dirocco, donc qui est passé par Metz. C'est une équipe qui est en construction, tu l'as dit, qui va viser quelque chose dans les prochaines années, mais qui le fait aussi étape par étape. On ne va pas les voir cette année dans le top 3 a priori. Sait-on jamais s'il y a une belle série qui se fait. J'ai vraiment le sentiment que le championnat est de plus en plus homogène entre la 3e et peut-être la 10e place. Donc sait-on jamais, le top 3 est peut-être un petit peu ambitieux pour cette saison, mais cette équipe peut légitimement ambitionner de participer à une Coupe d'Europe la saison prochaine. Merci beaucoup Arthur. On te lit dans la Mi-Sport, bien sûr. On en parlait la semaine dernière avec un nouvel épisode avec une belle photo de Cléopâtre Darleux en une et des focus sur le handball. Il est toujours disponible. On arrive à la fin de l'émission. Manon, merci beaucoup d'avoir été là pour ta première dans un contexte un petit peu particulier de surcroît. On va te suivre sur les terrains forcément, à commencer par le match à Strasbourg ce samedi. Pour l'heure, moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h pour un nouveau Dragon Mag. À bientôt.